parler donc de modernité, d'hypermodernité. Et donc on m'a demandé aujourd'hui de parler de la société hypermoderne et de l'individu hypermoderne. Et donc je vais commencer par essayer de situer pardonnez-moi, un peu ces notions. Et donc pour pouvoir parler de... Alors Christian a parlé de plein d'autres termes, de surmodernité, de... Je ne sais plus lesquels encore il y avait, mais enfin j'essaierai au passage d'en camper au moins certaines d'entre elles. Je crois que le point de départ, déjà, il faut peut-être rappeler ce qu'est ou ce qu'on appelle la modernité, rappeler que la modernité, on a toujours l'impression que la modernité c'est maintenant, mais en fait quand on prend les distinctions, c'est pas tout à fait maintenant, ça commence, la période dite moderne commence à la Renaissance et elle commence avec l'avènement d'une science autonome qui s'affranchit de la religion d'abord, et ça c'est très important, et aussi de la politique. Ensuite, cette période moderne, elle se caractérise par l'avènement de la technique et de l'économie, et elle est sous-tendue par les idées de progrès, de raison, de bonheur. Et en fait, on peut dire qu'au fond, la philosophie des Lumières, avec les valeurs de liberté et d'égalité qui la sous-tendent, incarne cette essence même de l'esprit moderne et de l'humanisme qui est associé à cette modernité donc, qui surgit et donc déjà finalement relativement tard dans l'évolution des siècles dont nous sommes simplement, que nous pouvons appréhender par l'histoire elle-même. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que depuis un certain nombre de décennies déjà, les valeurs et les idées représentatives de la modernité, celles que j'ai brièvement rappelées, en fait, sont en crise. Elles sont en crise et notamment, il y avait au fond, il y a eu le constat d'une rupture avec les valeurs et les idées représentatives de la modernité, progrès, bonheur, science, qui allait amener tout ça et permettre tout ça. Donc rupture du fait que, notamment avec l'idée selon laquelle les découvertes scientifiques et plus globalement la rationalisation du monde représenteraient une émancipation pour l'humanité. Parce qu'en fait, on avait pris conscience que loin de conduire en fait au bonheur, le progrès, la science et la raison avaient plutôt laissé la place à un sentiment de malaise et de perte de sens. Et ce constat de malaise, en fait, avait correspondu au moment historique, donc pas très lointain, au cours duquel, finalement, les structures institutionnelles d'encadrement social et d'encadrement spirituel de l'individu commençaient à disparaître avec l'abandon des grandes idéologies qui comportaient une dimension explicative du monde, avec un affaiblissement des repères et des structures d'encadrement et des structures de sociabilité traditionnelles, qui étaient notamment la famille, l'école, l'église, les partis. Tout ça était en crise, tout ça s'affaiblissait terriblement, tout ça est quand même de moins en moins présent, tandis que simultanément émergeait, sous l'influence notamment de la consommation de masse, un individu, lui, libéré de toute entrave et soucieux avant tout de sa jouissance et de son épanouissement personnel. Donc, affaiblissement et donc des idéologies, affaiblissement des structures d'encadrement traditionnelles et montée en régime, en fait, de l'individu. Et donc, cette notion ce concept de postmodernité avait donc, en fait, succédé au concept de modernité. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ce concept lui-même s'est un petit peu délité et qu'il ne permet plus de rendre compte des bouleversements les plus récents de la société contemporaine. Alors, je crois qu'il ne faut pas voir, en fait, des batailles dans ces appellations postmodernité, hypermodernité, etc., des batailles qui vont très loin. C'est simplement l'idée que
ces notions mettent l'accent sur des points différents. Et quand on utilise le terme d'hypermodernité, qu'on utilise depuis une petite dizaine d'années, je dirais que le terme était apparu, en fait, il y a déjà plus longtemps, il était apparu il y a environ 25 ans, dans un ouvrage de Max Pagès, dirigé par Max Pagès, qui s'appelait L'emprise de l'organisation, et il parlait de l'entreprise hypermoderne. C'est pas neutre d'ailleurs que ça soit apparu à partir de l'entreprise, et le modèle qu'ils décrivaient à ce moment-là dans leur livre, c'était IBM. Et cette notion d'hypermodernité, il l'avait effleurée. Ils l'avaient juste comme ça, elle était sous-jacente à leur livre, mais ils ne l'avaient pas développée, ils ne l'avaient pas conceptualisée, ils ne l'avaient pas structurée, parce que ce n'était pas ça l'essentiel de leurs propos. Puis cette notion a un peu dormi pendant un certain temps, et en fait on l'a réveillée il y a quelque temps, précisément parce que, et c'est là d'ailleurs où des notions voisines en fait sont apparues aussi, notamment la notion de surmodernité, qui avait été proposée par Georges Ballandier, donc un anthropologue remarquablement exceptionnel, et Marc Auger également, un autre anthropologue. Et cette notion de surmodernité, au fond, désigne à peu près la même chose que l'hypermodernité. L'idée, avec cette notion-là, cette notion de hyper, cette notion de sur, c'est de mettre l'accent, non pas, comme le faisait la postmodernité, sur la rupture. On met l'accent non pas sur la rupture avec les fondements de la modernité, la science, le progrès va permettre le bonheur, etc. Mais on met avec la notion d'hypermodernité, ce qui met l'accent sur la rupture, c'était cette notion de postmodernité. Là, on met l'accent sur l'exacerbation, sur la radicalisation, voire même sur l'emballement, en fait, de la modernité. Parce qu'en choisissant le terme hyper, c'est une notion qui désigne le trop, qui désigne l'excès, qui désigne quelque chose qui est au-delà de la norme, au-delà du cadre. Et donc la notion d'hyper, elle implique une notion d'intensité, une notion de dépassement constant, une notion de maximum, une notion de situation limite. On est toujours au bord de quelque chose qui peut tomber dans un excès ou un autre. Et donc cette notion d'hypermodernité, effectivement, appliquée à la société hypermoderne, effectivement, la société hypermoderne, c'est bien une société dans laquelle tout est exacerbé, tout est poussé à l'excès, à l'outrance même. C'est une société dans laquelle tout est hyper, qu'il s'agisse de la concurrence, c'est hyper concurrentiel, du profit, de la recherche de jouissance ou de la violence. C'est aussi une société hyper violente. Une société dont les deux fondements sont l'hyper-performance, j'y reviendrai un petit peu, donc une injonction à être toujours plus performant, qui est assez implacable. Et deuxième pilier, l'hyper-consommation, qui en fait sous-tend complètement la manière de fonctionner de cette société. Et finalement, ce préfixe hyper, au fond, il s'est répandu un peu partout, puisqu'on parle maintenant d'hyper-capitalisme, on parle d'hyper-terrorisme, et on parle aussi d'un hyper-président dont justement l'activisme effréné, en fait, et l'omnipotence excessive, justement, sont représentatives un petit peu de ces débordements, de ces excès de la société contemporaine. Excès, notion de dépassement constant, volonté de dépassement constant, etc. Alors, ces dimensions d'excès, de dépassement constant, de débordement, d'être au bord de la rupture, elles sont en lien, clairement, avec la mondialisation de l'économie et avec les exigences toujours plus fortes de performance, je l'ai dit tout à l'heure, d'adaptabilité, il faut qu'on s'adapte impérativement à tout ça, et de réactivité, il faut tout le temps être hyper réactif, et en même temps également avec les notions de rentabilité immédiate. On doit être rentable, et ce qui n'est pas rentable est quelque chose qui ne tient pas très longtemps dans les sociétés actuelles. En tous les cas, c'est l'idéologie sous-jacente. Donc, tout ça, c'est en lien avec le triomphe de la logique marchande et également en lien avec l'éclatement de toutes les limites qui avaient jusque-là structuré la construction des identités individuelles. Alors, voilà un peu pour faire un cadre assez général sur ces distinctions entre modernité,
la postmodernité qui met l'accent sur la rupture avec les fondements de la modernité, et l'hypermodernité ou surmodernité qui met l'accent sur, non pas la rupture, mais la notion d'excès, la notion d'exacerbation, la notion d'emballement de la modernité, de radicalisation, etc. Donc vous voyez, c'est pas que l'une succède forcément à l'autre, c'est qu'on ne met pas l'accent sur la même chose. Alors cette société hypermoderne et cet individu hypermoderne qu'elle produit, en tous les cas qui est à l'intérieur, je vais essayer de les capter par, il faut bien trouver des angles d'approche, des angles de vue. Je vais essayer de les attraper en montrant un certain nombre de changements importants dans cette société. Je regarde là, parce que je ne sais plus à quelle heure j'ai démarré. Donc, 10 minutes. J'ai déjà 10 minutes. Donc, Alors, premier élément sur lequel je voudrais dire un mot, qui caractérise cette société hypermoderne, et qui me paraît très important, c'est l'avènement d'un nouveau rapport au temps. Le deuxième élément dont je parlerai, c'est un nouveau rapport au temps, qui est marqué, on pourrait dire, par une accélération continue. Je reviendrai dessus. Le deuxième élément que je développerai, c'est, pour caractériser cette société hypermoderne, c'est l'idée de l'avènement d'un nouveau rapport aux autres. Un nouveau rapport aux autres marqué par l'éphémère. Troisième élément, je parlerai également de l'avènement d'un nouveau rapport à soi, marqué par on pourrait dire par le dépassement, par l'intensité, par l'excès de soi et aussi par la visibilité. Et ça sera peut-être le dernier élément que j'essaierai de développer, c'est de montrer comment le souci dans cette société hypermoderne, ce sera le quatrième point que j'essaierai de développer, comment le souci de visibilité de soi prend le pas sur l'importance ou la notion d'intériorité, l'espace intérieur de soi, comme si il y avait quelque chose qui se déportait vers l'extérieur, la monstration aux autres par rapport en fait à la dimension plus intérieure. Alors, le premier aspect sur lequel je voudrais essayer donc de parler de cette société hypermoderne, donc dans l'excès, dans le trop, etc., c'est la mutation du rapport au temps. Elle est complètement fondamentale, elle est complètement essentielle parce qu'elle est à l'origine de beaucoup de choses. Et donc, c'est l'idée, effectivement, qu'il y a eu un bouleversement dans notre rapport au temps, et on pourrait dire qu'en fait, on est passé d'une société où nous étions soumis au temps, nous nous insérions dans les contraintes du temps, donc alors, on restait quand même dans les contraintes du temps, même si toute la logique historique est une logique dans laquelle il y a une accélération continue. Il y a une accélération continue, on reviendrai là-dessus, mais on restait quand même à peu près là-dedans. Et maintenant, nous sommes rentrés dans une phase où, en fait, nous ne voulons plus seulement aller toujours plus vite, nous voulons aussi dominer le temps, nous voulons presque posséder le temps pour en tirer le maximum de profit et le maximum de jouissance, on pourrait dire aussi. Si vous voyez simplement l'évolution de la façon dont on parle du temps, on peut s'apercevoir de ça rien aux métaphores qui sont employées. La métaphore traditionnelle pour parler du temps, on parle celle qui existe depuis très longtemps. On parle du temps qui passe, du temps qui s'écoule, du temps. Donc c'est la métaphore, on pourrait dire, la métaphore du fleuve. La métaphore du fleuve, elle est très ancienne, elle remonte à l'Antiquité. Héraclite, Marc Aurèle. Héraclite, donc, qui parlait du changement permanent de l'univers, et Marc Aurèle qui parlait du temps comme un fleuve fait d'événements, et cette idée qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, ça je crois que c'est Héraclite. Et donc on a cette notion du temps qui fuit, du temps qui passe. Les poètes le célébraient, le temps s'en va, madame, lasse le temps non, mais nous en allons, disait Ronsard. Et cette métaphore-là, elle est toujours là, elle est éternelle, le temps qui passe, elle est éternelle. Mais il y en a d'autres qui sont apparus depuis, alors qu'elle a longtemps eu, je dirais, l'exclusivité. La deuxième métaphore importante, c'est la métaphore de l'avoir. Avoir du temps, et ça va apparaître avec le début de l'ère capitaliste. Le début de l'ère capitaliste, au moment où les marchands vont être obligés d'incorporer dans le prix de leurs marchandises, le prix du temps.
le déplacement d'un endroit à un autre. Donc le prix du temps va commencer à être incorporé dedans. Et puis avec l'avènement du capitalisme, le temps devient de l'argent. Et rappelle-toi, donc disait Benjamin Franklin dans ses conseils au jeune homme qui veut devenir riche, rappelle-toi que le temps, c'est de l'argent. Time is money. Et avant le capitalisme, le temps n'était pas corrélé à l'argent. Le temps n'appartenait qu'à Dieu, hein, et donc il était régulé par l'Église. C'était les cloches de la paroisse qui scandaient le temps, et l'Église d'ailleurs condamnait le prêt à intérêt, parce que justement, en fait, le prêt à intérêt rémunère l'argent en fonction du temps, et le temps n'appartenait qu'à Dieu, donc l'Église le condamnait. Donc tout ça va voler en éclats avec le capitalisme, qui va au contraire identifier le temps et l'argent. Donc avoir du temps, manquer de temps, prendre son temps, perdre son temps, toutes ces métaphores de l'avoir, elles sont aussi relativement anciennes pour nous, mais plus récentes nettement que la métaphore du fleuve et du temps qui passe et qui coule. Et la troisième métaphore, elle est beaucoup plus récente, c'est la métaphore qui parle d'accélération du temps, de compression du temps. Le temps s'accélère, le temps se contracte. Et toutes ces métaphores-là, elles ont, je dirais, une vingtaine d'années à peu près, et elles sont un peu consécutives de l'arrivée des nouvelles technologies. Alors, cette mutation du rapport au temps, elle est très importante. Elle est très importante aussi pour ce qui se passe en entreprise. Et ce qui se passe en entreprise exprime directement, en fait, tout ça. Moi, elle m'a sauté aux yeux, cette mutation du rapport au temps, dans une recherche donc, que j'avais commencée dans les années 90 à peu près, j'entendais exprimer des choses que je n'avais jamais entendues avant, des cadres, des personnes qui disaient « Mon patron me demande quelque chose, je dois lui apporter la réponse dans l'instant. Nous vivons dans une hyper-réactivité immédiate. Nous sommes obligés d'être en permanence hyper-réactifs. Nous vivons dans l'urgence permanente, etc., etc. » Donc toute une série d'observations dans lesquelles les gens exprimaient le fait qu'ils étaient censés devoir répondre dans l'immédiat à des exigences et à des sollicitations toujours très, très importantes, toujours de plus en plus importantes. Donc, c'est juste pour finaliser un petit peu cette rétrospective sur le temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, on pourrait dire que c'est le dénominateur commun de tout ça, c'est la vitesse. La vitesse n'a fait que s'accroître. La vitesse, elle est au cœur de la logique capitaliste, puisque, et donc c'est pour ça que le rapport au temps va changer avec l'avènement du capitalisme. Vitesse au cœur de la logique capitaliste, parce que tout simplement, plus les machines tournent vite, plus le taux de profit est élevé. Donc en fait, effectivement, plus on va faire tourner vite, plus on aura de l'argent, ça générera un taux de profit important, etc. Donc simplement, à l'époque actuelle, cette notion de vitesse qui ne fait que s'accroître tout le temps, elle se traduit par trois façons de vivre le temps nouvelles, qui sont l'instantanéité, l'immédiateté et l'urgence. Alors, l'instantanéité, elle correspond en fait elle correspond au fait que elle est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les nouvelles technologies, c'est-à-dire que ces nouvelles technologies de l'instantanéité ont amené un rapport effectivement. Un rapport, on vit sur ce rythme-là, donc j'envoie quelque chose, j'attends la réponse dans l'instant, et je suis étonnée que le mail que j'ai envoyé 1 heure après n'ait toujours pas reçu de réponse. L'instantanéité permise par les nouvelles technologies va générer l'immédiateté, l'obligation d'immédiateté, puisque je peux l'avoir dans l'instant, techniquement. Je le veux dans l'immédiat, comment ça se fait que tu n'es pas encore répondu à mon mail, c'est pas possible, etc. Je le veux dans l'immédiat, exigence du résultat dans l'immédiat. Et cette instantanéité qui entraîne de l'immédiateté va entraîner un règne de l'urgence, de logique d'urgence en fait, avec donc, ça se voit beaucoup en entreprise, avec cette idée qu'effectivement il faut vivre en permanence dans l'urgence. Alors, j'aurais voulu, bon, mais on va pas le passer, c'est pas très grave, je pense que ça risque de nous faire perdre du temps à retrouver surtout que je sais plus ce que j'ai fait. Ce que disent les personnes, vous savez qu'en gestion du temps, on distingue ce qui est, on croise ce qui est urgent, pas urgent, avec ce qui est important, pas important. Et en fait, alors vous avez donc 4 catégories, vous avez ce qui est urgent et important, alors ça il faut le faire absolument sans délai. Ce qui est urgent, pas important,
c'est ce que vous pouvez déléguer, si vous le pouvez, mais enfin, c'est urgent, mais c'est moins important, donc vous pouvez vous en libérer si vous avez quelqu'un pour le faire. Vous avez ce qui est très important, mais qui n'est pas urgent, c'est ce qui est stratégique. Et ça, c'est quelque chose, si vous ne vous en occupez pas, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie, vous aurez de gros problèmes, parce que ça veut dire que ces choses importantes et stratégiques, vous les avez laissées de côté, et donc elles vous rattraperont au tournant. Elles n'étaient pas urgentes, mais elles étaient fondamentales. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes maintenant dans le rythme actuel tellement pris et inféodé dans des logiques d'urgence que précisément cette notion-là, ces dimensions-là stratégiques, on a tendance à moins s'en occuper. Et puis il y a ce qui est ni important ni urgent, qui est ce qui est en gestion du temps, on dit vous pouvez le mettre à la poubelle. Sur le plan de la vie personnelle, c'est aussi ce qui fait le charme de la vie, le plaisir de la vie, le fun de la vie, comme dit un de mes collègues. Alors je ne sais plus où c'est. Droite. La non-urgence, mais stratégique, ce qui est stratégique, ce qui n'est pas important, mais qui est très urgent, que vous pouvez déléguer, et ce qui n'est pas urgent, qui est poubelle, ou encore, sur le plan positif, ce qui est au contraire, ce qui vous permet de garder le sens du plaisir, de l'existence, etc. Alors, ce que disent les gens en entreprise actuellement, c'est, en fait, ils disent tous, le problème, c'est qu'on est tous dans l'urgence critique. On n'a absolument plus le temps de différencier urgent, important, pas important, etc. Le stratégique, on n'a absolument plus le temps de s'en occuper, y compris des chefs d'entreprise qui disent j'ai plus le temps, je suis bouffé par le quotidien. Le stratégique, en fait, passe à la trappe. Et on a quelquefois, on prend même des décisions qui stratégiquement ne sont pas bonnes, mais comme on a les actionnaires aux fesses, etc., et qu'il faut générer des profits ou ne pas, en fait, avoir des investissements qui vont grever les comptes, etc., du coup, on diffère des choses essentielles. Donc, toute une façon de gérer les choses qui déporte complètement la gestion du temps sur la case en haut à gauche et qui évidemment pose pas mal de problèmes avec ça, que ce soit dans les vies individuelles ou que ce soit même dans la marche des entreprises. Donc ça, c'est tout à fait important. Alors, il faut, juste pour terminer sur cette notion d'urgence et cette mutation du rapport au temps, rappeler qu'avant, l'urgence, c'était quelque chose qui était réservé à des cas exceptionnels. Hein. On parlait de l'urgence dans le domaine médical, l'urgence hospitalière et l'urgence juridique, avec par exemple la procédure, merci beaucoup, la procédure du référé qui permettait d'intervenir avant que quelque chose devienne irrémédiable. Eh bien, cette logique d'urgence-là, maintenant, elle a au contraire tout envahi. Elle a tout envahi, elle n'est plus du tout réservée uniquement à ces deux sphères-là. Et cette urgence, on pourrait dire qu'elle naît toujours, elle prend naissance dans une double prise de conscience. D'abord qu'il y a un pan incontournable de la réalité qui relève d'un scénario aux conséquences dramatiques ou inacceptables, et d'autre part que seule une action d'une exceptionnelle rapidité va pouvoir empêcher ce scénario d'aller à son terme. Et donc, le problème, c'est que ce diagnostic s'applique maintenant à un nombre de cas et de situations qui devient extrêmement nombreuse. Et donc, il y a un dévoiement, en fait, de cette notion d'urgence qui finit par réguler aussi bien notre vie économique et professionnelle que notre vie personnelle. Donc, cette mutation du rapport au temps, elle est très importante. Et cette mutation ne s'est pas produite toute seule, enfin indépendamment de ce que j'ai déjà expliqué, mais en fait, elle est intimement mêlée au mode de fonctionnement des marchés financiers. Et c'est-à-dire que les marchés financiers qui s'ajustent dans l'instantanéité et qui vont réaliser des profits toujours plus importants maintenant, alors avec les nouveaux logiciels, avec des nanosecondes, enfin des timings qui sont de plus en plus, qui sont plus de l'ordre de la seconde, qui sont de l'ordre bien moins que ça. Donc l'ensemble de cette espèce de logique d'extrême instantanéité, en fait, se répercute en fait sur le mode de fonctionnement des entreprises, de même que les exigences de rentabilité des marchés financiers se répercutent également sur les entreprises. Et donc l'ensemble donc de cette entité vit dans une temporalité de très très court terme. Voilà, je voulais insister un petit peu là-dessus parce que c'est quand même très important. Ça a des tas d'effets problématiques sur les individus. Ça a alors à la fois donc le mélange de cette maîtrise des nouvelles technologies
et de ce nouveau rapport au temps. Ça a un côté positif, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens éprouvent le plaisir de jongler avec le temps, de s'ajuster en dernière minute, d'être maître du temps, etc., de vivre des situations où ils ont des sentiments d'ubiquité, d'être, en fait, de pouvoir être partout en même temps. Et en même temps, ça a aussi un côté tout à fait négatif. Il y a donc cette confusion entre l'urgent et l'important dont on parlait à propos du tableau. On est aussi, au niveau des entreprises, dans des logiques de preuve à court terme. On fonctionne à flux tendu, il faut donner des preuves à court terme. Les individus sont peu ou prou traités eux-mêmes comme des produits à durée éphémère, avec une pression à la réussite très intense, etc. Et également, autre effet négatif, on pourrait dire une perte du sens du travail bien fait, parce que le travail bien fait, il faut du temps, et donc des gens qui éprouvent le sentiment d'être en permanence propulsés vers de nouvelles missions, et qui n'ont même plus le temps de se poser une seconde, de regarder le travail accompli, de se dire c'est super bien ce qu'on a fait, de se recharger d'énergie et de repartir. Ce temps-là n'est même plus disponible et effectivement n'est même plus possible. Et donc ils sont propulsés aussitôt vers de nouvelles missions, de nouveaux impératifs de production, et là aussi des timings très, très serrés. Donc une perte de sens souvent, avec des gens qui disent des choses du genre on est comme des boulangers qui pétririons la pâte. Le problème, c'est qu'on ne voit jamais le pain doré sortir du four. En fait, ou alors on est des luthiers qui fabriquons des violons, qui voudraient fabriquer du violon à partir du bois, mais on passe notre temps à travailler le bois. Mais le violon, on n'y arrive pas. Et quand on arrive à sortir un petit violon, eh ben, on nous le casse. On nous dit votre violon, il est trop cher et vous allez m'en fabriquer un autre. Et donc, on est en permanence donc dans la fabrication et plus du tout dans l'œuvre accomplie et le sentiment de pouvoir se ressourcer à partir de ça. Voilà, j'ai un peu insisté sur cette notion du rapport au temps qui est, je crois, importante. Donc, bouleversement de notre rapport au temps avec ce double fondement, à la fois technologique, les nouvelles technologies, l'instantanéité, et économique, le capitalisme financier, les marchés financiers qui s'ajustent à la seconde, et les deux qui instaurent cette mutation tout à fait considérable. Avec toute une série de pathologies à la clé, qui sont des pathologies dont je reparlerai peut-être un peu, des pathologies de la surchauffe, des pathologies que j'appelle de l'hyperfonctionnement de soi-même. On est amené à en permanence hyper-fonctionner. Et toute une série de comparaisons également qui sont prises et qui témoignent de cette contrainte très forte que vivent les individus. Par exemple, on parle de gens, là c'est toujours évidemment sorti du contexte économique de l'entreprise aussi, mais de gens qui fonctionnent comme des piles électriques qu'on ne peut pas débrancher, ou bien des gens qui tournent en rond, comme un embrayage ou une boîte de vitesse qui tourne dans le vide, ou des gens qui pètent les plombs. Toutes ces métaphores sont intéressantes parce qu'elles témoignent cette espèce de confusion entre l'homme et la machine, qui est produite par ce nouveau contexte, en fait, spatio et temporel, économico-temporel, on pourrait dire. Voilà un peu cette notion cette mutation du rapport au temps qui définit un peu le contexte, le cadre, en fait, de cette hypermodernité et de ce que vivent les individus qui sont à l'intérieur. Voilà. Alors, deuxième grande mutation, je parlais du rapport aux autres. Rapport aux autres marqué par l'éphémère. L'idée qu'on passe des sentiments durables aux relations liquides, pour reprendre la métaphore, en fait, comment il s'appelle déjà ? Bauman, Zygmunt Bauman, qui parle, en fait, qui a décliné cette métaphore du liquide dans toute une série de ses œuvres, mais elle est très parlante. Donc, on pourrait dire qu'à l'instar de ce qui se passe sur le plan économique, dont j'ai quand même pas mal parlé à travers cette mutation du rapport au temps, un nouveau type de rapport aux autres se met également en place. Un rapport aux autres qui est fait de relations rapides, de relations flexibles, de relations éphémères, qui sont l'expression de cet horizon à très court terme dans lequel nous vivons, et qui sont aussi l'expression de la fluidité, de la flexibilité de ces systèmes économiques contemporains, qui impose l'immédiateté et l'instantanéité des relations en mettant à l'écart l'éventualité, voire la capacité même, d'engagement dans le temps. L'engagement dans le temps n'est plus ce qui compte. Ce qui compte, c'est
une adaptation mouvante et perpétuelle à la nouveauté, que ce soit la nouveauté technologique, la nouveauté quelle qu'elle soit. Il faut pouvoir en fait produire quelque chose de nouveau, de vendable et qui rapporte de l'argent. Richard Sennett, le sociologue américain, montre par exemple que alors, dans ces livres qui s'appelait The Corrosion of Character, je ne me rappelle plus comment il avait été traduit en français, il parle de cette impossibilité de vivre des valeurs de long terme. Par exemple, les valeurs de fidélité, les valeurs d'engagement, les valeurs de loyauté, dans une société comme la société hypermoderne, il n'utilise pas ce terme, il n'en parle pas, mais c'est notre société qui ne s'intéresse donc qu'à l'immédiat et dans laquelle, en fait, les exigences de flexibilité généralisée empêche d'entretenir des relations sociales durables et empêche d'éprouver un sentiment de continuité de soi. Par exemple, il prend un exemple dans son bouquin, il raconte comment il rencontre dans un aéroport le fils d'une personne qui a été le concierge de l'endroit où il habitait quand il était quelque temps avant. Et ce jeune cadre qui est devenu le fils du concierge, qu'il a connu enfant, lui raconte comment il vit assez mal, en fait, de devoir déménager beaucoup pour son métier. Et du coup, avec ses enfants, il dit qu'il n'arrive plus à leur transmettre des valeurs, justement, de fidélité, d'engagement, de loyauté, que tout ça, ça ne signifie rien pour eux. Et lui, il en est très malheureux. Il en est très malheureux. Et en fait, effectivement, ces valeurs-là disparaissent parce qu'elles sont en fait complètement volatilisées, les engagements, etc. Tout ça au service de quelque chose qui se renouvelle en permanence, qui change en permanence. Et il exprime qu'en fait c'est quelque chose qui lui fait qu'il a du mal à éprouver un sentiment de continuité de soi, de lui-même, y compris au sein des entreprises dans lesquelles lui-même travaille, donc ce jeune cadre qu'il a connu quand il était enfant, entreprises qui elles-mêmes sont constamment déstructurées, restructurées, disloquées, etc. Et Sennett montre en fait comment tout ça fonctionne aussi dans l'entreprise. Il montre comment l'entreprise est devenue elle-même une institution à grande vitesse, avec cette culture de la réactivité permanente, de l'adaptabilité permanente, de la réactivité extrême. Tout ça au détriment de la compétence longuement accumulée, au détriment de la culture de métier et au détriment de la loyauté professionnelle. Alors, par exemple, le cite là, je trouve qu'il a une réflexion qui exprime bien ça. Il dit « Une organisation dont le contenu change constamment requiert une capacité mobile de résoudre les problèmes. S'impliquer profondément dans un problème quelconque serait dysfonctionnel puisque les projets s'arrêtent aussi brusquement qu'ils commencent. Le talent social que nécessite une organisation flexible est la capacité de bien travailler avec d'autres dans des équipes éphémères. Je peux travailler avec n'importe qui est la formule sociale du potentiel. Peu importe qui est l'autre, dans les entreprises à changement rapide, cela ne saurait avoir la moindre importance. » Et donc Sennett va montrer que ces nouvelles exigences, en fait, ne sont pas sans conséquences sur les gens qui les vivent, parce que les qualités exigées que je viens de lire là sont une source d'angoisse qui démunissent la masse des travailleurs. Elles produisent sur le lieu de travail des déficits sociaux en termes de loyauté et de confiance informelle. Elles érodent la valeur de l'expérience accumulée. Et par ailleurs, les pressions qu'on exerce pour obtenir des résultats très rapides sont tellement intenses que du coup, ça provoque de l'angoisse. Et cette angoisse pousse beaucoup de gens à effleurer plutôt qu'à s'attarder. Il en résulte pour beaucoup le sentiment d'être acculé à un travail médiocre et d'être empêché de cultiver ses talents. Alors, ça, c'est donc répercussion aussi dans l'univers du travail, donc de cette nécessité de réactivité extrême qui du coup fait l'impasse un peu sur les relations sociales, sur la durée nécessaire pour les établir, sur le lien qui pourrait s'établir au prix de ce changement permanent. Et on voit que ce qui se produit dans l'univers du travail se produit aussi dans l'univers de la famille et du reste de la société. Parce que cette flexibilité, cette adaptabilité qui sont exigées par le contexte de travail, donc changement rapide et permanent, en quelque sorte, maintenant,
la société, au fond, y répond en s'efforçant elle-même de produire les individus adéquats. Et la famille, par exemple, Christopher Lasch l'a montré, ne constitue plus aujourd'hui le creuset qu'elle a été pendant longtemps, dans lequel se forgeaient des personnalités stables, des personnalités qui étaient destinées à un monde où les places étaient clairement définies. Dorénavant, dans un monde où disparaît justement de plus en plus ce qui est continu, ce qui est durable, ce qui est solide, l'éducation familiale va mettre l'accent sur la capacité d'adaptation, la capacité de changement. Elle va former des personnalités désengagées, des personnalités, il ne faut pas trop s'engager parce que ça ne sert pas à grand-chose, ça va bouger, des personnalités flexibles, des personnalités capables de construire et de reconstruire des identités multiples. Alors, il y a plein de sociologues qui ont travaillé là-dessus. Hein. Je pense à Charlotte Urkel également, aux États-Unis, qui a travaillé sur les mutations de l'identité à l'époque Internet et qui observe qui dit que ce qui est maintenant décisif, c'est la capacité d'adaptation et de changement, préférée à la stabilité, désormais considérée comme rigide. Alors, on pourrait dire que, là j'ai fait un petit détour donc par le travail, par l'économie aussi, mais on pourrait dire que comme en écho à ce modèle économique, fondé sur le court terme et le changement permanent, donc un nouveau type de rapport aux autres se met en place d'une manière plus générale, au-delà de la sphère économique, dans lequel les engagements durables et attachants s'effacent devant des rencontres brèves, des rencontres éphémères, des rencontres interchangeables, des rencontres qui cessent aussi vite qu'elles ont commencé. Autrement dit, on a des liens sociaux qui sont plus nombreux qu'auparavant, qui sont plus faciles à établir, mais qui sont aussi plus fragiles, qui sont infiniment plus éphémères et qui sont marqués par la compression du temps dont je parlais tout à l'heure. Alors si on prend par exemple le domaine des relations amoureuses, c'est vrai qu'il y a des choses très amusantes parce que on a, bon, par exemple le phénomène des speed dating, vous savez, vous avez 7 minutes, les gens se rencontrent comme ça pour accrocher un partenaire. Les rencontres sur Internet également sont en soi intéressantes, de plus en plus donc de connexions possibles, de rencontres possibles, sans aucune commune mesure avec le nombre de partenaires que les gens pouvaient rencontrer il y a encore 15 ou 20 ans, hein, à l'échelle de toute une vie, mais pour un amour que, là aussi, Bauman le qualifie de liquide, un amour liquide, fait de relations qu'on veut à la fois sûres et intenses, mais en même temps révocables à tout moment, et en appuyant sur la touche Delete, on peut mettre fin de manière irrévocable à quelque chose qui a pu en fait commencer à émerger. Et donc, je le cite, la conclusion, pardon, la conclusion à la demande, instantanée, sans crise, sans dénombrement des pertes ou des regrets, constitue l'avantage, l'éventualité, où est-ce que j'ai mis mon truc ? L'avantage, pardon, des majeurs des cyber-rencontres. Une réduction des risques alliés à l'évitement de la clôture des options et tout ce qui reste du choix rationnel dans un monde aux occasions fluides, aux valeurs changeantes et aux règles éminemment instables. Alors, on peut, donc, finalement, on peut se demander, et c'est ce que font certains, si, privé du temps et de la durée qu'exigent les sentiments, l'individu hypermoderne peut encore éprouver autre chose que des sensations. Est-ce que, au fond, le fait de sentir, est-ce que ça peut encore être de l'ordre du sens, au sens du mot sens, et du sentiment qui s'inscrivent dans la durée? Et est-ce que ça ne se confond pas maintenant avec la seule sensation, celle qui est éprouvée dans le flux ininterrompu des événements et des changements dans lesquels l'individu est plongé? Un sociologue comme Michel Maffezoli, par exemple, c'est exactement sa position, et il observe, et il montre, et il travaille sur cette émergence chez toute une partie des individus contemporains, cette notion de la jouissance du sentir, de l'émotion partagée, et qui a complètement supplanté la recherche d'un engagement dans des sentiments durables. Alors je ne dis pas que c'est mal ou c'est bien, mais c'est un constat. En tous les cas, c'est plus la même chose, et ça a changé en un laps de temps relativement court. Alors, donc rapport aux autres marqué par l'éphémère. Troisième temps de ce que je voulais dire, un rapport à soi, le rapport à soi également a changé. Un rapport à soi qu'on pourrait qualifier, là aussi, un rapport à soi qui est marqué par l'excès, par l'intensité et par
la recherche de visibilité extérieure qui prime sur la quête d'une intériorité qui pouvait être plus facile en fait à préserver, je dirais avant tous ces bouleversements technologico-économico-temporels. Donc, rapport à soi marqué par excès, intensité, je vais en parler. L'idée, comme si en fait, au fond, l'enveloppe du temps était devenue trop étroite pour l'individu et qu'il s'agissait de la forcer en permanence pour y faire entrer le maximum de ses désirs, de ses aspirations, de sa volonté de réalisation ou de sa quête de jouissance, on pourrait dire. Alors, je vais revenir, je disais marqué par l'excès, pourquoi? Je vais faire une toute petite rétrospective historique qui a juste pour ambition de poser des repères et pas du tout d'être exact, parce que d'avoir toutes les nuances qui conviendraient de le faire à l'échelle d'une évolution historique que je vais faire partir de l'Antiquité. Donc je vais juste poser quelques repères comme ça. Si on essaie de qualifier le rapport, en fait, on pourrait qualifier l'idéal social du rapport à soi-même. On pourrait dire qu'en fait, sous l'Antiquité, elle était dominée par la représentation d'un monde fini. La nature était ce qui incarnait l'ordre, ce qui incarnait la limite. Et donc, il ne s'agissait pas de forcer la nature, on était dans un contexte de soumission à la nature. On pourrait dire que l'idéal de l'accomplissement à ce moment-là était un idéal d'accomplissement de soi, mais d'un accomplissement dans un juste milieu, ni trop peu. Hein, le philosophe le situe de façon comme ça très équilibrée. Et donc, cette représentation-là va changer avec l'avènement de la modernité, au sens historique du terme, tel qu'on l'a défini au début, et notamment avec les grandes découvertes astronomiques, Kepler, Galilée, etc., qui vont dévoiler finalement, au contraire, un monde infini. Un monde infini, et donc ouvrir sur cet infini du monde. Et là, l'idéal individuel ne sera plus un idéal d'accomplissement de soi, en imitant la nature qui est parfaite, mais un idéal de progrès de soi qui ensuite deviendra un idéal de dépassement de soi. Mais donc, on pourrait dire que l'homme de l'Antiquité, quelque part, c'était un homme de la juste mesure, et la juste mesure était vraiment un idéal important et quelque chose de très positif. Là, on passe à un idéal qui est, on pourrait dire, de progrès de soi, et l'homme de cette période, donc de l'avènement de la modernité, c'est un homme perspectif, j'emprunte cette expression à Zaki Laïdi, qui a écrit un livre intéressant sur le sacre du présent. Un homme perspectif, c'est-à-dire quelqu'un de capable de se projeter dans une perspective de progrès, capable de se projeter dans une perspective de progrès parce que le dépassement des limites du monde, avec les découvertes de cet infini du monde, permet justement, on pourrait dire, possible conceptuellement le dépassement de soi. Le dépassement des limites du monde rend possible le dépassement de soi. On n'est plus simplement dans en fait, une espèce de reproduction, un accomplissement de soi. On est dans un dépassement de soi. Et si je fais un bond encore plus gigantesque, avec donc en passant directement dans les dernières décennies du XXe siècle, et avec cet avènement de l'hypermodernité, là, le dépassement de soi, ce qui est important, c'est que le dépassement de soi n'est plus seulement un idéal comme il a été effectivement à la période précédente, avec l'avènement de la modernité, il devient en fait la norme. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'apparaît cette idée qu'il faut se surpasser sans cesse, cette injonction à aller toujours plus loin, plus vite, plus fort, à travailler sans répit pour être le meilleur. Et donc le rapport à soi-même prend la forme du dépassement de soi, mais du dépassement de soi nécessaire et obligé. Et avec évidemment aussi son envers, qui est l'envers du dépassement de soi, c'est l'excès de soi. Alors j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Un excès qui est aux antipodes de la notion de juste mesure, de juste milieu, qui prévalait sous l'Antiquité. On n'est plus du tout dans cette notion. Regardez par exemple la notion d'honnête homme. Un honnête homme, c'était encore relativement valorisé, je dirais, il y a 30 ou 40 ans.
C'était quelqu'un d'équilibré, justement, qui était dans la juste mesure, dans le pas trop, etc. Maintenant, un honnête homme, c'est carrément ringard comme expression. On l'utilise d'ailleurs plus du tout. On l'utilise plus du tout. Je ne pense pas que ce soit ringard, mais je dis que c'est, en fait, valorisé comme ça. Ou dévalorisé plutôt comme ça. Donc, cet excès de soi, donc aux antipodes de cette notion de juste mesure, en fait, ça correspond à un individu qui subit donc des injonctions de performance de plus en plus poussées, j'en ai parlé tout à l'heure, qui se traduisent pour lui par un excès de stress, un excès de sollicitation, un excès de pression, et un individu qui se débat dans un rapport au temps tellement contraignant et tellement structuré par l'instantanéité qu'il en devient un homme instant. Un homme donc qui est tellement absorbé dans les contingences de l'immédiat, tellement enfermé dans une temporalité ultra courte, qu'il vit dans un rapport un peu compulsif à l'instant présent et avec beaucoup plus de difficultés à se projeter dans le futur et à vouloir d'ailleurs se projeter dans le futur. Un individu qui aussi, en quête de performance toujours plus grande, peut se brûler dans l'hyperactivité et développer des conduites extrêmes, des conduites à risque, qui ont été très bien étudiées par David Le Breton de façon extrêmement intéressante. Conduites à risque qui peuvent prendre la forme de toxicomanie ou des sports extrêmes, peu importe. Mais en tous les cas, dans lesquels ce que l'individu teste, c'est, au fond, il va tester jusqu'où peuvent aller les rares limites qui restent, qui sont notamment celles du corps. Et donc, justement, en poussant à l'extrême les limites du corps, c'est aussi une recherche de sens qui est présente derrière, un sens que justement ne donne plus l'ordre social. Et donc c'est une espèce de transcendance de lui-même à laquelle procède l'individu, hypermoderne, comme si justement la défaillance des sources de sens traditionnelles, défaillance des sources religieuses bien sûr, mais des sources idéologiques également, qui ont fait la preuve de leurs limites, comme si cette défaillance le contraignait à se prendre lui-même comme source de sens, à devenir lui-même, on pourrait dire, son propre Dieu intérieur. Je me rappelle un manager qui me parlait clairement, il me parlait du Dieu instantané. Il me disait qu'il était en dialogue avec le Dieu instantané qu'il avait à l'intérieur de lui, un Dieu qui fait partie de soi, disait-il. C'est difficile d'exprimer plus clairement cette idée que justement l'individu se prend lui-même comme source de sens, il est lui-même, a lui-même son propre Dieu intérieur. On pourrait dire un espèce de Dieu sur mesure qui aurait pris la place du Dieu unique et tout-puissant des religions traditionnelles. Alors, cet individu donc, qui peut vivre dans l'excès, tout le monde ne vit pas dans l'excès, bien sûr, mais c'est quand même représentatif d'un des aspects de l'individu contemporain. Cela étant, bon, juste un petit mot pour dire que Robert Castel, dans son livre sur les métamorphoses de la question sociale, avait parlé de l'individualisme comme ça. Et à la fin, il évoque cette idée de l'individualisme par excès et l'individualisme par défaut. Et il montre comment, effectivement, l'individu par excès, c'est celui qui est dans le débordement permanent, etc. C'est lui un peu que j'ai évoqué. Puis de l'autre côté, il y a l'individu par défaut, qui lui, justement, n'ayant absolument rien, n'ayant aucun support économique, n'ayant pas de possibilité de rentrer dans le monde et la jungle économique dans laquelle on navigue, en fait, justement, celui-là décline son identité en termes de manque. Un individu, donc, qu'il appelle un individu par défaut de cadre, et qui n'a pas pu rentrer dans les structures pourvoyeuses de sécurité, de biens ou de considération, un individu désaffilié qui n'a plus de repères et qui se met à flotter. Et donc on a à un extrême un individu qui est dans le trop-plein, celui que je décrivais à l'instant, et celui de l'autre côté dépeint par Robert Castel, qui est dans le manque, et qui a perdu, ou qui n'a jamais eu, les assises, les supports et les liens qui permettraient d'exister pleinement, et notamment les supports de propriété privée, les liens professionnels, économiques, sociaux, etc. Alors, en rappelant ces deux extrêmes, simplement ce que je veux montrer, c'est que c'est la conjonction de ces deux extrêmes qui est représentative de l'identité hypermoderne, la conjonction de ces deux extrêmes. Et ce qui est étonnant, c'est que cette espèce de bipolarisation sociale, individu par excès, individu par défaut, elle a son équivalent au niveau psychique. Et un psychanalyste que j'aimais beaucoup, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait
Jean Cournu avait dans son, opéré par Robert Castel, Individu par défaut, individu par excès, la catégorisation psychique opérée par Jean Cournu. Elles sont totalement indépendantes, elles ne se connaissent pas l'une l'autre, elles reposent sur des critères d'ordre différents. Et ce qui est étonnant, c'est la similarité dans la dichotomie. Comme si, quelque part, l'individualisme contemporain ne pouvait s'exprimer que sur un registre extrême, que ce soit celui du trop-plein et de l'excès, ou celui du manque et du vide, et ça aussi bien au niveau social que sur un plan psychologique. Si vous prenez d'ailleurs les pathologies représentatives de la société contemporaine, des pathologies dont on parle beaucoup, qui sont très représentatives, vous avez d'un côté l'obésité, vous avez maintenant un quart de la planète qui est obèse, notamment vers les États-Unis, qui sont carrément obèses, et vous avez le contraire de ça, vous avez l'anorexie. L'anorexie qui quand même fait parler aussi beaucoup d'elle, deux pathologies qui sont emblématiques de la société hypermoderne et qui sont en lien direct avec son mode de vie ou son système de valeurs, et qui sont toutes les deux des pathologies de l'excès. Des pathologies de l'extrême dans le rapport au corps. Dans l'une, on se laisse aller à un débordement sans fin, et dans l'autre, en fait, on se retient à l'extrême et on se vide jusqu'à la mort. Donc tout ce... On a l'impression, à travers un peu ces exemples-là, un peu très, très dichotomisés, très, très extrêmes, que on a l'impression que tout se passe comme si, à l'instar de ce qui se passe sur le plan économique, où l'individu est obligé de courir toujours plus vite pour ne pas se retrouver largué, et donc dans l'inexistence économique qui conduira à l'inexistence de soi. Tout se passe comme si, à l'instar de cette dimension économique, l'individu contemporain était obligé d'être dans, ou plutôt qu'il était plus possible pour lui d'être dans le juste milieu, et qu'il était obligé d'être dans le trop, justement, pour ne pas se retrouver dans le vide. Et comme s'il était plus possible d'être dans le juste milieu, dans l'équilibre, et qu'on soit confronté à une obligation de dépassement permanent, d'accélération permanente pour pouvoir exister, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir survivre. Et qu'à ce moment-là, l'excès dans un domaine ou un autre soit la contrepartie de cette obligation. Alors j'aurais voulu, pour terminer, dire un petit mot, même un mot quand même plus que petit, sur, je sais le temps qui reste, je voudrais parler un peu du rapport également, de ce rapport à soi, je disais, marqué par l'intensité, par l'excès, je viens d'en parler longuement, et aussi par la visibilité, la quête de visibilité. On est obligé de revenir un petit peu sur le rapport au temps. J'ai dit tout à l'heure, j'ai montré qu'en fait la généralisation du capitalisme financier jointe aux nouvelles technologies de l'instantanéité, en fait, avait introduit trois nouvelles façons de vivre le temps: l'instantanéité, l'immédiateté et l'urgence. Et ce que je voudrais dire, là, pour prolonger un peu cette réflexion sur l'individu contemporain, c'est que au passage, il y a une catégorie du temps qu'on a perdue, c'est la catégorie de l'éternité. Est-ce que vous pensez à l'éternité comme ça? Avant, on en parlait beaucoup, on en pensait avant, il y a longtemps. En tous les cas, dans les sphères religieuses. En tout cas, la catégorie de l'éternité, elle a toujours existé. Elle est aussi vieille que l'humanité, et la source de toute religion est là, hein, dans ce désir de nier la durée, de faire revivre les gens qu'on a aimés, et dans le besoin qu'éprouve le moi, en fait, de s'agréger à l'éternel, je cite Ferdinand Alquier, et de sauver ainsi son individualité fragile que menacent le temps et la mort. Cette notion d'éternité, elle est difficile à distinguer de la notion d'immortalité. L'immortalité, c'est l'idée qu'on ne meurt jamais. C'est pas tout à fait la même chose. Et sous l'Antiquité, par exemple, ce dont il était surtout question, c'était d'immortalité. Dans le monde antique, les dieux étaient immortels. Et les hommes, en excellant aux yeux de leurs semblables, pouvaient accéder à une immortalité dans le monde, par leurs exploits, par leurs œuvres ou par leurs paroles au sein de la cité. La vision chrétienne, elle, a changé cette vision des choses. Elle a opposé la vie terrestre et la vie éternelle. Je vais remonter, je vous inquiétez pas, je ne veux pas faire un délire là, mais je vais retomber sur mes pattes de façon très concrète tout à l'heure. La vision chrétienne, elle a opposé la vie terrestre et la vie éternelle, et elle a, au fond, à une immortalité de l'homme dans le monde que seuls pouvaient conquérir les dieux dans la vision de l'Antiquité. Elle a opposé l'immortalité dans un autre monde où l'homme conquerrait la vie éternelle et même la résurrection des corps dans la religion catholique. Dans ce nouveau contexte, donc, en fait, introduit par le christianisme,
en quelque sorte, la vie chrétienne était la première étape, la plus misérable de la vie éternelle, et ensuite, les choses se dérouleraient dans l'autre monde. Alors, c'est cette croyance dans la vie éternelle qui va s'effondrer peu à peu à partir du XVIIIe siècle. Et, comme l'écrit Hannah Arendt, que je vais citer, dans La condition de l'homme moderne, elle dit « La victoire de l'animal laborance eût été incomplète si le processus de laïcisation, le déclin de la foi inévitablement provoqué par le doute cartésien, n'avait ôté à la vie individuelle son immortalité, ou du moins la certitude de l'immortalité. La vie individuelle redevint mortelle, aussi mortelle que dans l'Antiquité, et le monde était encore moins stable, moins durable, moins sûr par conséquent que pendant l'ère chrétienne. L'homme moderne, quand il perdit l'assurance du monde à venir, ne fut pas rejeté au monde présent, il fut rejeté à soi-même. Loin de croire que le monde pût être virtuellement immortel, il n'était même pas sûr qu'il fût réel. Pour tout contenu, il lui resta des appétits et des désirs. Alors ces appétits et ces désirs, qui sont la seule chose qui lui reste, l'alliance de l'imaginaire marchand, dont j'ai parlé tout à l'heure, et de l'instantanéité, dont j'ai parlé aussi, permise par les nouvelles technologies, n'a fait que les exacerber, ces appétits, produisant comme ça un des individus caractéristiques de la société actuelle, un individu dominé par le besoin de satisfaction immédiate, un individu intolérant à la frustration, un individu exigeant tout et tout de suite, dans un contexte où la satisfaction d'un tel besoin, je veux tout et tout de suite, est rendue possible par l'hyperchoix permanent de la société de consommation et aussi rendue possible par la quasi-instantanéité avec laquelle le moindre désir peut être satisfait. Donc cet individu, c'est l'homme instant que j'ai essayé de décrire un peu tout à l'heure. Mais l'aspiration à l'éternité, qu'est-ce qu'elle est devenue ? On pourrait dire que tout se passe comme si l'individu n'avait plus à sa disposition que des succédanés, des substituts d'éternité, qui témoignent tous d'une espèce de rapatriement de cette idée d'éternité dans le présent. Tocqueville, dans ce portrait qu'il faisait des hommes du Nouveau Monde, déjà donc en 1840, avait déjà capté le début de ça. Il disait la chose suivante, je le cite, « Aussitôt qu'ils ont perdu l'usage de placer leurs principales espérances à long terme, ils sont naturellement, les hommes qu'il décrivait, les hommes de la société contemporaine qui était la sienne, ils sont naturellement portés à vouloir réaliser sans retard leurs moindres désirs, et il semble que du moment où ils désespèrent de vivre une éternité, ils sont disposés à agir comme s'il ne devait exister qu'un seul jour. » Donc cette idée que déjà, l'abandon, l'affaiblissement de l'idée d'éternité, la croyance qu'il y avait quelque chose derrière, etc., se reportait sur une frénésie dans la vie actuelle. Donc vous voyez que ça a commencé déjà il y a longtemps. Et donc ce serait parce qu'ils ont perdu cet espoir qu'en fait, et parce qu'ils ne croient plus qu'à ce qui est visible, tangible, démontrable et avéré, que les hommes seraient saisis de cette frénésie d'action, de jouissance et d'une sorte d'urgence dans l'action et dans la réalisation de leurs désirs. Comme s'il ne devait exister qu'un seul jour. Alors, ça a pris quelle forme à notre époque, enfin à l'époque contemporaine? Ça a pris la forme, je ne vais pas développer ça, la forme de la quête de la jeunesse éternelle. Tout ce qui fait qu'on va durer, être jeune le plus longtemps possible, etc. Bon, tout ça est bien connu, mais c'est très fort. Ça prend, deuxième forme, une quête d'intensité de soi. C'est-à-dire qu'il s'agit de vivre plus vite, plus fort, et de tirer le maximum d'intensité de chaque moment vécu, comme si on voulait le gorger d'éternité. D'où une quête de dépassement permanent des limites, dans une sorte de transcendance de soi-même, comme si, je disais, on était à soi-même son propre Dieu. Alors, on a vu que ça se traduisait par un certain rapport au temps, fait d'urgence et de pression, je l'ai dit tout à l'heure. Ça se traduit également dans un certain rapport à la limite et à la mort. Les quêtes, par exemple, des nouveaux aventuriers dans le registre sportif où on va prendre des risques considérables pour dépasser effectivement des exploits sportifs, et donc avec la traversée de l'Atlantique à la rame, etc., des choses toujours plus extraordinaires. Mais l'idée étant que, au fond, en s'inscrivant dans ce corps à corps avec la nature, on cherche à s'affirmer plus fort que la mort. Oui, j'ai pratiquement fini. Et au fond, en allant au-delà des limites, de conquérir le droit d'exister plus intensément, mais aussi de conquérir une sorte d'immortalité provisoire, qui évoque un peu l'immortalité dont on parlait avant. Alors, la troisième forme, donc là j'ai parlé de la jeunesse éternelle,
j'ai parlé de l'intensité de soi dans les nouvelles formes de dépassement de soi des nouveaux aventuriers, mais qui sont quand même très présents dans l'imaginaire social contemporain. Et la troisième forme, c'est la quête, on pourrait dire, la quête de visibilité. La quête de visibilité dans l'ensemble des formes que ça prend à l'époque actuelle, et là aussi à l'aide des nouvelles technologies. On pourrait avancer cette idée que la visibilité de soi serait par rapport à l'espace ce que l'intensité de soi est par rapport au temps. C'est-à-dire que la quête d'intensité se joue en partie par rapport au temps. Il faut faire le plus de choses possible, le plus intensément possible, dans le moins de temps possible. La quête de visibilité se joue par rapport à l'espace. Il faut être vu, connu, lu, reconnu. Et les nouvelles technologies m'y aident. Hein, elles vont me rendre présent sur la toile, partout, les blogs, les machins, trucs, vous tapez sur Internet, tac, vous trouvez des tas de choses sur moi. Enfin bon. C'est le but de certains. Donc, vu, connu, lu, reconnu dans le maximum en fait de lieux possibles par le maximum de gens possibles. Et donc, c'est sur cette toile immense des médias, des nouvelles technologies aussi, et sous le regard des autres, que se joue la quête de visibilité contemporaine, alors que la quête d'intensité se joue, elle, sur une quête intérieure. C'est pas les mêmes quêtes. Hein. La quête d'intensité, c'est sur une quête intérieure, celle du rapport à soi-même, de la preuve donnée à soi-même. C'est par rapport à soi-même qu'on veut vivre intensément, mais c'est par rapport aux autres qu'on veut être le plus visible possible. Dans la quête d'intensité, on pourrait dire que le regard est intérieur, dans la quête de visibilité, il est extérieur. Alors, le philosophe Berkeley disait « esse est percipi », être c'est être perçu, et donc à une époque où l'autre et les autres existe pour moi en nombre potentiellement infini du fait des nouvelles technologies, de l'image et de la communication, je n'existe pas si je ne suis pas visible des autres et de beaucoup d'autres. Et donc exister à l'époque contemporaine, c'est être visible. Et alors bon, je vais abréger un petit peu, mais on pourrait dire que quelque part, ce que je suis, du coup, est absorbé derrière ce que je parais. Plus encore, ce que je parais, le look, va investir peu à peu les couches profondes de la personne. Et donc, en nous déployant dans cet espace infini des écrans, en multipliant des traces de nous sur Internet ou ailleurs, des traces visibles, nous cherchons en fait à exister davantage, à exister toujours. Et en fait, nous aboutissons aussi à ce que ce soit notre image qui existe davantage. Les images deviennent ainsi, on pourrait dire, peu à peu, la seule réalité qui compte. Voilà. Alors, je n'ai pas le temps de vous développer d'autres choses, mais c'est un thème, cette question de la visibilité, qui, je crois, prolonge complètement cette réflexion sur l'individu hypermoderne et la manière dont il essaye de faire éclater toutes les limites du temps, les limites de l'espace, les limites de lui-même. Et je crois que je vais m'arrêter là pour après ce tableau un petit peu qui est parti dans plusieurs directions, mais qui permet d'avoir peut-être une idée de cet individu contemporain dans laquelle vous vous retrouverez ou pas, mais que j'ai essayé de camper à ma façon. Merci beaucoup.